être vivant sur notre chère planète incarne de manière éloquente l'extraordinaire capacité de l'univers à créer un équilibre parfait et à faire ensuite ce à quoi la vie est destinée, prospérer. Prospérer est le cours naturel de la vie. Penchons-nous sur ce qui représente sûrement l'une des plus grandes merveilles de ce monde. Comment un œuf minuscule et un seul spermatozoïde doté d'un courage à toute épreuve sont-ils capables de déclencher un processus qui donne naissance, au final, à l'un d'entre nous. Un être aux capacités multiples et au potentiel illimité, pourvu d'un cerveau capable d'une réflexion autonome complexe et en constante progression. De jambes pour danser et courir, et de doigts assez habiles pour tresser un panier, jouer du violon ou caresser un visage. Si la nature nous enseigne une chose, c'est bien que la vie est censée fonctionner et que, comme toute chose vivante, notre but est de prospérer. Et pourtant, pour une majorité des habitants de la planète, la vie ne laisse pas de place à cette prospérité. Elle consiste simplement pour eux à survivre, à essayer de tenir bon. Est-ce vraiment le mieux qu'on puisse faire? L'univers a-t-il œuvré pendant près de 14 milliards d'années pour finalement engendrer une espèce qui soit l'ennemi de la vie elle-même et de sa propre planète? Je ne crois pas. Je m'appelle Foster Gamble. J'ai passé pratiquement toute ma vie à essayer de comprendre ce qui pourrait expliquer l'appauvrissement et la bouleversante agonie de notre planète. Dans ma jeunesse, poussé par la misère dont j'étais témoin et par mes craintes pour notre survie, je suis parti en voyage en cherchant la réponse à différentes questions. L'humanité est-elle seulement capable de prospérer? Si oui, pourquoi ne prospérons-nous pas? Mes recherches m'ont conduit en des lieux où jamais je n'aurais pensé me rendre, révélant de surprenantes découvertes, apparemment sans rapport entre elles, mais qui se sont finalement révélées, intimement liées. Comme vous pourrez le constater, j'ai découvert un code, un motif naturel intégré dans l'art et les icônes à travers les siècles. Je crois que ce code est la clé d'une nouvelle source d'énergie, propre et renouvelable, qui pourrait totalement révolutionner la vie de l'humanité. Je suis parvenu à comprendre comment notre système économique était manipulé et j'ai découvert ce que nous pouvions faire pour que ça change. Mon voyage m'a fait découvrir des manières de reprendre les choses en main et de créer des systèmes libérateurs et sains partout sur la Terre. J'ai compris que nous ne sommes pas une erreur, nous sommes simplement trompés. Nous avons été inconscients de notre éclat, dépouillés de notre force, ignorants de notre génie, inconscients de notre véritable pouvoir et de notre splendeur. Mais tout cela est sur le point de changer. Je vous invite à partager les moments forts de mon invraisemblable voyage. J'ai créé ce navigateur afin de nous faire voyager dans le temps et l'espace. Laissez-moi vous donner un aperçu. Sur cet écran, nous pouvons accéder à ce que j'appelle nos constantes. Il s'agit de données critiques qui ne nous sont pas communiquées par les médias institutionnels qui, aux États-Unis, sont passés de 50 sociétés à 5, en à peine plus de 25 ans. Nous les utiliserons pour vérifier comment nous allons vraiment. L'écran de droite illustre l'établissement d'un système de vie sain et durable sur la planète Terre. C'est ce que j'appelle les aperçus de navigation. Et voici notre boussole. Au lieu d'utiliser une aiguille pour chercher le nord dans le champ magnétique terrestre, notre boussole correspond à la structure du champ lui-même. Et cette structure, comme vous le découvrirez bientôt, possède d'étonnantes ramifications technologiques et sociales. Après avoir consacré ma vie à cette quête, j'en suis arrivé à croire que ce modèle détient en fait la clé pour créer un monde qui fonctionne pour tous. Alors allons-y.
J'ai grandi dans un monde de privilèges et de pouvoir. J'ai suivi des cours dans des écoles privées d'élite, puis à l'université de Princeton. En tant que descendant direct de l'un des fondateurs de Procter & Gamble, j'ai été conditionné pour être un meneur de l'établissement. Mais j'ai choisi une voie différente. J'ai commencé à en prendre conscience quand j'étais à l'école primaire. Les adultes m'enseignaient qu'en cas d'explosion nucléaire, je devais, pour me protéger, me cacher sous mon bureau et couvrir ma tête. C'est là que j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Quelques années plus tard, j'ai fait l'expérience directe de l'énergie universelle. Cela s'est produit un jour alors que je regardais par la fenêtre du bus qui m'emmenait à l'école. J'ai eu la vision d'une forme tourbillonnante et j'ai compris que le flux d'énergie que je voyais était le même dans un atome que dans notre système solaire tout entier. J'ai profondément ressenti que j'étais également, d'une certaine manière, constitué sur la base de ce même modèle. C'est cette vision qui, à l'origine, m'a donné goût à la science et m'a poussé à essayer de comprendre comment l'univers fonctionne et comment les humains trouvent leur place dans ce modèle global d'énergie vitale. Des années plus tard, j'ai appris que la forme que j'avais vue est connue de certains membres de la communauté scientifique. Il s'avère qu'en 1921, Albert Einstein a reçu le prix Nobel pour avoir découvert que lorsque de l'énergie est libérée dans l'univers, de la plénitude en émerge. Ce modèle nous en dit vraiment long sur la manière dont la vie évolue. Considérant les merveilles immuables de la création à travers l'univers et le caractère non viable de tant de systèmes humains, je me suis dit qu'apprendre comment l'univers crée et encourage la vie pourrait se révéler très utile. Chacun de ces paquets d'ondes de plénitude qu'Einstein a découvert, que l'on appelle quantum, ou dans ce cas un photon, est constitué de ce qui l'entoure, mais en reste distinct, tel un tourbillon dans l'eau. Ces paquets ont toujours la même forme, quelle que soit leur taille. De manière surprenante, ils ont un lien avec des questions apparemment sans rapport, comme la guerre au Moyen-Orient, l'effondrement financier global et comment obtenir justice pour tous. Nous sommes sur le point de découvrir comment. Les mathématiciens nomment ce modèle le tor. Dans un tor, l'énergie arrive par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité. Un tor est équilibré, autorégulé et toujours entier. Officiellement, c'est le scientifique et inventeur Arthur Young qui m'a, le premier, présenté le tor. Le futuristique Duane Elgin explique comment le tor constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie à tout niveau. L'évolution implique de s'ouvrir, se déployer. La question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'univers déploie ? Ce que l'univers déploie, ce sont des systèmes auto-organisés, et vous pouvez le constater à tout niveau. Un système auto-organisé est un terme technique utilisé pour décrire simplement un système qui se connaît lui-même en profondeur. Nous pouvons voir et observer ces formes auto-organisées partout dans la nature. Nous les trouvons sur la coupe transversale d'une orange ou d'une pomme. Nous les observons dans la nature dynamique d'une tornade. Nous les voyons dans le champ magnétique autour de la Terre et dans un champ magnétique similaire autour d'un individu. Nous pouvons le voir dans la structure d'une galaxie spirale tout entière. Nous pouvons l'observer dans la structure d'un petit atome. À toutes les échelles et au cours de toute son histoire, l'univers a un projet unique, cultiver des tors. L'univers est une usine qui cultive des tors. Ces dynamiques toroïdales sont visibles à différents niveaux. L'un d'entre eux est le niveau galactique. D'énormes structures tournoyantes composées de milliards d'étoiles. Généralement, cela ressemble à de grands bras de galaxies qui se retournent et qui se caractérisent par des tourbillons qui partent du centre et s'étendent jusqu'au bord du halo galactique qui les entoure.
Les étoiles quittent le disque galactique pour arriver dans le halo, descendent dans les tourbillons et repartent en arrière de nouveau. Des étoiles que nous connaissons, telles qu'Arcturus par exemple, ont déjà emprunté cette voie. Cette description s'applique même à l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques partent du pôle Nord pour descendre à l'équateur, puis font marche arrière. Depuis le pôle Sud, elles remontent vers l'équateur puis redescendent. Même les dynamiques à la surface du Soleil sont très similaires. Bien sûr, dans le cas présent, nous adoptons une approche depuis une perspective extérieure, sur un modèle à petite échelle. Quand vous regardez le système solaire ancré dans la galaxie, ancré dans l'amas, ancré dans le superamas, nous voyageons dans cette mer infinie où circule une infinité de tores. Le Thor est comparable à la respiration de l'univers. Il s'agit de la forme que prend le flux d'énergie à tout niveau de l'existence. Mais il y a également une structure sous-jacente dans laquelle les flux s'assemblent, comme une sorte de squelette. Elle porte le nom de Vector Equilibrium, un terme inventé par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Buckminster Fuller. Inspiré par le travail visionnaire de Fuller, j'ai passé des dizaines d'années à effectuer des recherches sur les dynamiques du Vector Equilibrium et du Thor. Le potentiel de la forme d'énergie toroïdale m'a tellement subjugué qu'en 1997, j'ai cofondé un groupe de réflexion multidisciplinaire, le Symposium Sequoia, afin d'étudier ce modèle et d'explorer ses applications. Les recherches que nous avons cumulées m'ont convaincu que le Thor et le Vector Equilibrium sont des modèles primaires fondamentaux pour la création de l'univers à tout niveau. Lors des réunions du Symposium Sequoia, j'ai appris que certains inventeurs prétendaient utiliser la dynamique du Thor comme point de départ pour des appareils générant de l'énergie sans combustion. Ce progrès révolutionnaire, ouvrant sur ce qui est parfois appelé point zéro, radiant ou encore énergie libre, est désormais plus simplement appelé technologie de la nouvelle énergie. Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le Thor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. Cependant, il existe une information très importante dans ce temple. Sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. Nassim a décodé le symbole d'Osiris en 3 dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en 2 dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le Vector Equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue. Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant,
plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdal entourant chacune des pyramides, et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris, un modèle en 3 dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années.